Écoutez les paroles, mais observez les actes. Depuis plus de 5 ans, cette chaîne a surtout donné la parole à des chercheurs de l'invisible, à des médiums, à des channels, à des voyageurs de l'astral, à des ufologues, des experts galactiques, des éveilleurs de conscience, des maîtres spirituels. Et je ne le regrette nullement. Mais, notre monde traverse une période où, de mon point de vue, comprendre, prier et méditer ne suffisent plus. Écoutez les paroles, mais observez les actes, disait Fusius, qui avait oublié d'être con, disait Pierre Desproges. Alors oui, dans cette guerre de l'information qui fait rage, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup lu aussi les paroles d'hommes sages et de sages femmes, mais je ressens maintenant le besoin, vu l'urgence d'un changement de paradigme, de donner davantage la parole à ceux qui ne se contentent pas de penser juste et de dire vrai, mais qui savent aussi joindre le geste à la parole. J'ai donc décidé de faire évoluer cette chaîne en modifiant ma ligne éditoriale, et pour acter ce changement et attirer de nouvelles personnes plus en résonance avec mon changement de cap, je lui ai choisi un autre nom. Elle s'est d'abord appelée The One TV, puis Au Grand Bazar de Gaïa, puis Gratitude Média. Pour YouTube, dont je subis, comme tous les YouTubeurs, la dictature des algorithmes, mon média s'appellera désormais Utile. Un clin d'œil à la chanson rendue célèbre par Julien Clerc, dont Étienne Rodagil avait signé les paroles. J'ai d'ailleurs eu la chance de les rencontrer, tous les deux, Rodagil en tournée, lorsque j'étais le manager personnel de Renaud, et Julien aussi, Renaud et Julien Clerc étant à l'époque dans la même agence. Utile. Utile résonne particulièrement dans mon cœur de boomer, une génération de plus en plus vue en Occident comme inutile, et que les élites mondialisées qui croient diriger le monde ont au fait de mettre à la marge, pour ne pas dire au rebut. Comme des déchets, dont c'est précisément le sujet de cette émission. Utile parce qu'il est temps de donner la parole à celles et à ceux qui agissent concrètement, qui incarnent leurs valeurs dans le réel, loin d'une spiritualité parfois hors sol, non incarnée, un peu trop éthérée, et qui finit par nous mener nulle part en nous isolant les uns des autres à cause d'un égotisme spirituel qui peut nous faire quitter dangereusement le plancher des vaches. La ligne éditoriale d'Utile repose sur deux adages, les célèbres paroles du Mahatma Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, et celle du poète soufi Rumi, la vérité est un miroir brisé tombé de la main de Dieu. Chacun en ramasse un fragment et croit posséder la vérité entière. D'où la nécessité pour moi d'amener sur ce média ces porteurs d'éclat, de miroirs brisés, connus ou inconnus, afin de nous motiver à incarner ce nouveau paradigme fraternel et solidaire, chacun à notre manière, en nous autorisant, toutes et tous, à œuvrer dans notre zone de génie. Aujourd'hui, je vous propose de rassembler quelques fragments autour de ce qui est considéré comme le deuxième plus grave problème de l'humanité. D'abord pour en comprendre le sens, puis pour découvrir comment nous pouvons passer à l'action ici et maintenant. Et la bonne nouvelle est que nous le pouvons tous, sans exception, si tel est notre souhait. Pour commencer, j'ai choisi de vous faire entendre la voix d'Idriss Aberkane, l'homme aux 3 doctorats et à la chaîne YouTube de plus d'1 240 000 abonnés, qui pose avec clarté et pédagogie un constat dérangeant, celui d'un monde qui a transformé la planète en véritable poubelle, sans jamais se demander ce qu'est réellement un déchet. On l'écoute. Ok, le sujet de cette conférence est simple et c'est une nouvelle version des conférences avec lesquelles j'ai commencé. Donc celle-là, je l'ai faite pour vous. En réalité, je viens de la terminer dans la régie, littéralement 5 minutes avant d'entrer sur scène. Et le sujet principal, c'est que l'abolition de l'esclavage était le grand enjeu du 19e siècle. L'abolition de l'apartheid était le grand enjeu politique du 20e siècle. Ça allait des ghettos jusqu'à l'Afrique du Sud. L'abolition de l'apartheid plus la ségrégation aux États-Unis était le grand enjeu du XXe siècle. Et l'abolition du déchet sera l'enjeu du XXIe siècle. Il faut qu'on sorte du XXIe siècle dans un monde où la notion même de déchet n'existera pas, où les déchets appartiendront au musée. La prochaine fois qu'on voudra montrer des déchets à ses enfants, on les emmènera au musée. « Oh, regarde, papa, une canette de crocs !» Et
Pour l'instant, c'est ridicule comme idée, on est d'accord, mais je vais vous montrer comment on peut atteindre cet objectif. Alors commençons par une image positive. Vous voyez un ginkgo biloba, c'est beau, c'est esthétique, le sol est couvert de feuilles. Ça, c'est ce que nous, les humains, munis d'une culture, on voit. Mais en réalité, la nature, au début, ce qu'elle voit dans ce grand organisme, c'est littéralement une centrale cancérigène perchée sur un poteau de la matière la moins biodégradable de l'histoire naturelle. Avant d'être une beauté naturelle, le ginkgo biloba, c'était une usine cancérigène, dangereuse, et le bois a été pendant des millions d'années la matière la moins biodégradable sur Terre. Alors comment c'est possible? Aujourd'hui, le bois, c'est un matériau noble. En art déco, on utilise du palissandre ou d'autres bois précieux pour faire des bureaux. Elon Musk est un grand fan d'art déco, il voudrait décorer ses bureaux de cette façon. Et puis, comment c'est possible que le bois, à une époque, on va commencer par le bois, ait pu être un déchet? Oui, il y a une période sur Terre qui s'appelle le Carbonifère. Et le Carbonifère, c'est une période où quand le bois apparaît sur Terre avec les fougères arborescentes, donc c'est une molécule, c'est des polyphénols, c'est la lignine, donc c'est un polymère, comme les plastiques, simplement c'est pas une matière plastique au sens de la chimie, dans le sens où ce n'est pas plastique, ce n'est pas ductile, on ne peut pas le fondre, etc. On ne peut pas fondre du bois, mais c'est un polymère de phénol. Et ce polymère de phénol, il est indigeste. Il n'y a rien qui peut le digérer, il n'y a rien qui peut le briser. La seule façon de le détruire, c'est le feu. Mais le feu est rare sur Terre. Volcanisme, incendie, foudre, etc. Mais ce n'est pas un événement fréquent, le feu. Et quand la seule façon que vous avez de détruire un polymère, c'est le feu, c'est un déchet. Et le bois, au Carbonifère, la lignine, va s'accumuler partout. Imaginez les océans noirs de bois, ça flotte, il faut attendre que le bois lentement se minéralise, ça devient du bois pétrifié, et le bois s'accumule. Et ce bois accumulé va donner des gisements de charbon qui vont rendre l'Angleterre riche, les fameux gisements de charbon des Indes noires, et c'est ça qui va contribuer à la révolution industrielle britannique. Mais au départ, le bois, c'était un déchet dans l'histoire naturelle. Ça, c'est une usine cancérigène. Oui, la photosynthèse est horriblement cancérigène. Ce qui est extraordinaire, c'est que les plantes n'ont quasiment jamais de cancer. Et quand elles en ont, ils ne peuvent jamais être métastasées parce que les plantes ont des cellules cloisonnées, ont une paroi pectocellulosique qui fait que les cellules ne peuvent pas migrer, elles ne se déplacent pas. Il n'y a pas de cellules qui bougent chez les plantes. Quand vous n'avez pas de cellules qui bougent, vous ne pouvez pas avoir de métastase. Ça fait déjà un problème de régler, puisque c'est quand même ça qui fait qu'un cancer peut tuer quelqu'un dans la majorité des cas. Mais la photosynthèse crée des radicaux libres de l'oxygène, c'est une usine cancérigène. L'activité photosynthétique génère tellement de saloperies que les plantes ont nécessité d'avoir une sorte de grand centre réducteur dans la cellule qu'on appelle le peroxysome, qui en gros accumule tous ces déchets de la photosynthèse et les empêche de bousiller le reste de la cellule. Et puis, l'ADN, par exemple, l'ADN déteste l'oxygène. ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Il a évolué sur un squelette désoxyribose pour se protéger des attaques hydroxyles des radicaux libres de l'oxygène. L'ADN, c'est une technologie qui apparaît dans l'histoire du vivant et qui permet la multicellularité, qui permet d'avoir des cellules déjà beaucoup plus complexes, des protistes, des choses énormes, même monocellulaires, que vous ne pouviez pas avoir avec les technologies ARN seules. Mais l'ARN, ça craint l'oxygène à mort. Et donc, avoir une existence multicellulaire avec de l'ARN, ce n'est pas possible, sauf si vous faites des biofilms, sauf si ce sont des communautés. Et l'apparition de l'ADN, l'ADN évolue pour résister à l'oxygène. Donc, il se protège dans un noyau chez les eucaryotes, et son squelette, c'est du désoxyribose pour se protéger des attaques de l'oxygène. Et il est double brin, encore plus, pour pouvoir avoir un meilleur système de réparation, un meilleur système de redondance du signal, et puis ça ouvre la voie à la reproduction sexuée. Ce en parlant de quoi, le ginkgo biloba n'est pas un angiosperme, c'est pas une plante à fleurs, mais il y a un mâle et une femelle, et les ginkgo femelles sentent extrêmement mauvais, puisqu'en fait les ovaires de ginkgo biloba ont une odeur très très caractéristique. C'est pour ça que quand on les plante, il faut faire très attention, dans les villes en particulier. Mais pourtant, c'est une beauté, celui-là a 1400 ans, et c'est un monument végétal. Alors comment on passe d'un déchet à un monument végétal? C'est toute la question de cette conférence. Et la première leçon dès la première slide, c'est que en biologie, la notion de déchet n'existe pas.
Alors en fait, elle existe, puisque ce ginkgo biloba, le bois, a été un déchet. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet? C'est quelque chose que personne ne peut manger en biologie. Quelque chose qui est biologique et que personne ne peut manger, c'est un déchet. L'oxygène, c'était un déchet. L'oxygène, c'est un poison. Il n'y a que 20% d'oxygène dans l'atmosphère. Heureusement, on a vécu une période sur Terre où il y avait beaucoup plus d'oxygène dans l'atmosphère, jusqu'à 40%. Les libellules faisaient la taille d'un ballon de basket, même encore plus grosse. Parce que quand vous avez autant d'oxygène, les insectes qui respirent par des pores, par des trous dans leur exosquelette, peuvent diffuser l'oxygène à travers une bien plus grande surface, à travers un bien plus grand volume, et les insectes peuvent être énormes. Et on avait donc des libellules énormes. Les libellules, au passage, en biologie, ce sont encore aujourd'hui les organismes qui ont le plus fort taux de prédation. Quand une libellule part en chasse, sa proie n'a que 5% de chance de lui échapper. 5. Pour un lion, c'est 80. Une proie a 80% de chance d'échapper à un lion, 5% de chance pour une libellule. Quand vous aviez une libellule comme ça devait être quelque chose d'assez épique. Mais aujourd'hui, il n'y a que 20% d'oxygène dans l'atmosphère, 19-18. Et pourtant, c'est un oxydant. Oxydé, c'est l'oxygène. Quand l'oxygène est apparu sur Terre, l'événement géologique s'appelle la grande oxygénation. On peut le dater parce qu'on voit de la rouille apparaître sur Terre. La rouille a l'odeur du sang. Quand vous sentez de la rouille, c'est la même odeur que le sang, c'est normal, le sang contient de l'hémoglobine oxydée, et c'est ça qui lui donne son odeur caractéristique. Eh bien, pendant la grande oxygénation, effondrement de la biodiversité sur Terre. Quand l'oxygène apparaît sur Terre, tout s'effondre, parce que l'oxygène est un poison. Et ce sont les cyanobactéries, spiruline aujourd'hui, qui font apparaître l'oxygène sur Terre, et c'est un poison cancérigène. C'est juste qu'il n'y a pas de vie multicellulaire, alors il n'y a pas de cancer à l'époque, mais c'est un poison cytotoxique. Et dans ce poison cytotoxique va naître l'opportunité d'évoluer, parce que l'oxygène endommage les acides nucléiques, donc il crée plus d'erreurs, et à partir des erreurs, l'évolution s'accélère. Alors, même les feuilles du ginkgo biloba, c'est beau, mais pour l'arbre, c'est un déchet. Mais dans la nature, il n'y a pas de système de collecte. Quand les feuilles tombent des arbres, on n'organise pas de système de ramassage, on ne subventionne pas les vers de terre. Ça, c'est un engrais retard. Ce dont l'arbre se débarrasse, avec ces pigments qui donnent ces couleurs si particulières, les phycobilines, les anthocyanes, etc., c'est de l'engrais, mais pas tout de suite. Pour que ça soit de l'engrais, il faut d'abord que les champignons et les bactéries soient passés dessus. Et ça fait que c'est un engrais retard. Donc, l'arbre donne à l'humus. Humus, d'ailleurs, c'est cousin de humain. C'est la même racine dans les langues proto-indo-européennes. Humus, humain. Eh bien, l'arbre donne à l'humus ses feuilles. L'écosystème de l'humus va commencer à les digérer. Ça va prendre du temps parce que c'est de la saloperie d'un point de vue biochimique. C'est de la saloperie. C'est un engrais retard par la force des choses. Mais c'est parce que c'est long à métaboliser, parce que ce sont des déchets issus de la photosynthèse, une activité industrielle qui pollue énormément. C'est-à-dire la photosynthèse a changé la face du monde. C'est par la photosynthèse que la Terre est bleue et verte. Elle est bleue parce que l'ozone renvoie du bleu dans notre direction. L'ozone, qu'est-ce que c'est? C'est du trioxygène. Comment elle se forme, l'ozone? Quand le dioxygène monte dans l'atmosphère, le rayonnement solaire permet à O3 de se former. Et c'est ça qui nous renvoie du bleu en pleine journée. Et puis la Terre est verte par, évidemment, la chlorophylle. Et d'autres protéines, les tanins, typiquement, les tanins sont parmi les protéines les plus abondantes sur Terre. Et on a parmi les biomolécules les plus abondantes sur Terre, et on a donc les protéines les plus abondantes sur Terre sont aussi d'origine liée à la photosynthèse. Donc ça, c'est un engrais à retard. Ensuite, quand le sol l'a digéré, ça peut fertiliser l'arbre lui-même. Alors que ce sont ces déchets, donc c'est du recyclage. Et en fait, c'est même de l'upcycling, puisque l'arbre croît. Et l'arbre croît, alors bien sûr parce qu'il métabolise du CO2, mais il croît aussi avec de l'azote qu'il va récupérer dans ses feuilles qui ont été digérées par le mycélium, etc. Et il croît parce qu'en fait, ce que reçoit l'arbre, c'est mieux que ce qu'il avait initialement. Donc, c'est de l'upcycling. Et bien sûr, les ginkgos sont devenus, alors c'est celui-là, qui fait 1400 ans, l'autre faisait 800 ans, c'est devenu un objet de contemplation. Et alors j'ai toute une théorie en philosophie, le jour où j'écrirai mon traité de philosophie personnelle, je pense que le monde est clos par théophanie.
S'il y a des algébristes dans la salle, vous savez ce que c'est que la clôture algébrique, c'est-à-dire que, par exemple, l'ensemble des entiers naturels munis de l'addition et de la multiplication, il est clos. Parce que si vous additionnez deux entiers naturels ou que vous multipliez deux entiers naturels, ça reste un entier naturel. Donc on dit que l'ensemble des entiers naturels est clos par l'addition et la multiplication. Ça, c'est typiquement une structure d'anneau en mathématiques. Je ne rentre pas dans les détails. Mais le monde est clos par théophanie, ça veut dire, selon moi, que tout ce que le monde produit peut permettre de réaliser une sorte de vision divine, de représentation d'un phénomène divin. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de sages, en particulier dans l'islam, qui ont dit ça. Ils ont dit, il y en a un, je crois que c'était Abou Bakr, qui avait dit « Je n'ai jamais rien vu dans le monde sans avoir vu Dieu juste après ». Même des choses horribles. C'est-à-dire sans être capable de voir un processus plus grand par lequel cet atome horrible que j'ai vu participe d'un grand tout qui, lui, est beau. Eh bien, je pense que ce monde est clos par théophanie, et donc que toutes les formes de vie qui se trouvent dans ce monde peuvent nous permettre de réaliser un petit peu de sagesse. Voilà, ce que vous venez d'entendre est essentiel. Idriss ne parle pas seulement d'écologie, il parle de civilisation, de regard, de responsabilité collective. Mais comprendre ne suffit pas. La vraie question devient alors, que fait-on de cette compréhension ? Dans ce deuxième extrait, Idriss va plus loin encore. Il montre que dans la nature, le déchet n'existe pas et que ce que nous appelons aujourd'hui pollution ou déchet n'est souvent qu'une ressource que nous n'avons pas encore appris à transformer. Les grandes civilisations commencent sur leur intelligence du déchet. Parce que Rome, après, c'est Vespasien, le légendaire empereur qui vendait l'urine aux tanneurs, qui va collecter l'urine et qui va gagner de l'argent en vendant l'urine aux tanneurs, parce que l'urée permet de travailler le cuivre. Et un jour, son fils, Titus, je crois, était un peu choqué, dire quand même, papa, tu es empereur, tu vends de la pisse, quoi, c'est pas super classe. Et il lui a apporté une caisse d'argent, et il lui a dit, sens-moi ça. Ça sent rien, c'est de l'argent, papa. Oui, ce que tu viens de sentir, c'est la recette hebdomadaire de vente d'urine à Rome. L'argent n'a pas d'odeur, mon fils. Pecunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur, ça vient de Vespasien. Et c'est pour ça qu'à Paris, les toilettes publiques, on les appelait les Vespasiennes. Quand on a installé des pipi-rooms un peu partout, vous savez, les petits monuments, là, quand Paris était très sale, on les appelait des Vespasiennes. Donc, les civilisations sont très préoccupées quand elles sont intelligentes par la façon dont elles traitent les déchets. Et vous avez de grands leaders comme ça, dont la carrière s'est faite sur le déchet. Parce que Vespasien, il a failli mourir, il s'est endormi à un récital de poésie de Néron, parce que Néron pensait être un grand poète, il faisait des récitals de poésie qui duraient pendant des heures, il s'est endormi, Néron devait le faire décapiter, puis finalement il lui a donné la vie sauve, donc le type est un rescapé, mais il a sauvé Rome après l'incendie, notamment avec ce système des toilettes publiques. Xi Jinping, alors lui, c'est un acharné. Xi Jinping, là, pour le coup, qu'il soit un bon président ou pas, ça se discute, mais alors qu'il mérite d'y être arrivé, ça se discute pas. Le type, il a candidaté 10 fois au Parti communiste, son père a été exilé en pleine campagne, sans électricité, et ce qu'a fait Xi Jinping, c'est d'installer des méthaniseurs pour les déchets humains. Donc un des premiers trucs qui a fait que Xi Jinping est sorti de sa condition, c'est d'installer des méthaniseurs pour la merde du village des prisonniers, enfin des déportés, comment on appelait ça, rééduqués sous Mao pendant la révolution culturelle. Et bien sûr, Gandhi disait « Si vous ne voulez pas nettoyer les chiottes avec moi, ne me suivez pas. » Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à nettoyer les chiottes avec moi, ne me suivez pas. Gandhi, là, il a l'air de rien comme ça, mais c'est un avocat, le mec, était plein aux as. Il avait de la terre en Afrique du Sud. C'était un type très puissant, très intelligent, supérieurement intelligent. Et il avait des chiottes. Et ça a contribué à son leadership exceptionnel, comme l'intérêt que Vespasien avait pour les déchets a contribué à son leadership exceptionnel. Chez les Égyptiens, le scarabée bousier est un animal sacré. Littéralement, vous savez, les Québécois ont une insulte, mange de la merde. C'est littéralement, je la tiens pas bien, j'essaierai de la faire mieux la prochaine fois. Mais nos amis de Montréal pourront me saluer ça. Mange de la merde, c'est une insulte. Bon, le scarabée, il mange de la merde. Il est sacré dans la tradition égyptienne. Moralité, le déchet contient de la sagesse. Et il peut atteindre une dimension culturelle. Bien sûr, au-delà du déchet, vous avez la mort. Philosopher, c'est apprendre à mourir, disait Montaigne. Et c'est ce que disait avant lui Sénèque, c'est ce que disaient avant lui les cyniques, même avant les stoïciens. Et donc, dans les déchets, ce qui est horrible, c'est qu'on est tellement devenu une civilisation du déchet
que même nos corps sont toxiques maintenant. Comme on est un prédateur apical, on est au sommet de la chaîne alimentaire. Quand on mange, sommet de la chaîne alimentaire, ça veut dire on bouffe du crocodile et du requin. Donc ok, le crocodile peut nous bouffer, ok, le requin peut nous bouffer, mais en fait ce qui fait qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire, c'est qu'on est le seul animal tel que si jamais vous nous bouffez, on va revenir porter votre peau. Je ne sais pas si vous visualisez le concept. C'est-à-dire si, voilà, un lion, si vous mangez du lion, il n'y a pas un lion qui va revenir, qui va apprendre à ses descendants à porter votre peau. Bah, nous, on fait ça. On a porté de la peau de crocodile, de la peau de requin et de la peau de lion. Donc on est vraiment le prédateur au sommet. Hein. Un ours blanc peut nous bouffer de temps à autre, mais statistiquement, c'est quand même nous qui détruisons à peu près tout. C'est 200 ou 300 millions de requins qu'on tue chaque année. Hein. Donc du coup, on est bourré de métaux lourds. Notre corps est bourré de métaux lourds. Parce qu'on est le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, donc on fait remonter les métaux lourds. Donc, nos corps sont toxiques. Alors, il y a différents niveaux. Vous avez Marie Curie, par exemple, enterrée au Panthéon. Bah, si vous allez visiter la tombe de Marie Curie, on vous expliquera qu'elle est protégée par un sarcophage de 3 cm de plomb parce qu'elle est hautement radioactive. Marie Curie est morte, hein, évidemment, d'exposition prolongée aux radiations, en travaillant le radium. Et donc, encore aujourd'hui, ses carnets de notes, sa personne, sa dépouille sont radioactifs. Et donc, on a dû les mettre dans un sarcophage de plomb. Eh ben, cette entrepreneuse a développé un pyjama mortuaire du plus beau chic, ensemencé de mycélium de champignons, qui a la capacité de chélater et de rendre biodisponibles certains métaux lourds pour les rendre moins dangereux. Vous avez d'ailleurs en Californie le mystère des arbres blancs. Et le mystère des arbres blancs, c'était des arbres, je ne sais plus lesquels, qui étaient blancs. Et un doctorant américain a démontré qu'en fait, ils fixaient les métaux lourds pour les autres arbres via leurs racines. Donc ils étaient blancs, pas de chlorophylle. Quand vous avez des métaux lourds pour les plantes, c'est très dangereux parce que les métaux lourds se substituent au métal au centre de la chlorophylle, qui fait que la chlorophylle est verte. Et c'est pareil pour nous aussi, pour tout un tas de... Enfin, pour l'hémoglobine. L'hémoglobine ressemble pas mal à la chlorophylle en termes de fonction, mais elle est rouge parce que c'est du fer à l'intérieur. Du fer oxydé qui est donc rouge, comme je vous l'ai expliqué pour la rouille. Et donc, les métaux lourds ont tendance à détruire les plantes aussi. Et quand ça détruit même les plantes, c'est des champignons qu'il faut prendre. Et c'est ce que cette entrepreneuse a développé. Alors vous avez des sarcophages aussi à base de mycélium de champignons qui sont conçus sur la même idée. Comme ça, au moins, quand on présente le corps, il est habillé dans un costard, pas dans le pyjama de tout à l'heure. Et puis certains vous présentent des pods comme ça, où le corps est disposé en position fétale et un arbre pousse. C'est la meilleure façon de fabriquer une forêt hantée. Alors, je vous ai dit la civilisation et le déchet, ça va ensemble. Les civilisations s'effondrent quand elles sont plus capables ou quand elles ne sont plus intéressées par leurs déchets. Les civilisations émergent quand elles ont une philosophie du déchet. La Cloaca Maxima et les Vespasiennes notamment. À Rome, vous avez une colline de déchets. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un landfill. On va y revenir, les landfills, les décharges à ciel ouvert. Vous savez, les choses horribles que vous voyez en Afrique ou au Bangladesh où des enfants sont dans des tas de déchets. Ça, c'est un landfill. Et c'est horrible, c'est un des enfers sur Terre, c'est les landfills. L'idée même que des humains passent leur vie dans des landfills, c'est l'enfer sur Terre, c'est une horreur. Les Romains avaient un landfill. Vous savez qu'on dit qu'il y a 7 collines à Rome. Et il y a une 8e colline, en fait, qui s'appelle Testaccio. Testaccio, ça vient de tesson, enfin, ça a donné tesson. Un tesson d'amphore. Parce que les amphores étaient cassés. On ne les réutilisait pas. Donc, avec le port du Tibre, on recevait des amphores, avec tout un tas de choses, dont du garum, de l'huile d'olive, du blé, ce que vous voulez, parce qu'il n'y avait pas que des liquides dans les amphores. Et on les cassait. Et puis Rome, ça a duré un certain temps quand même. Hein. C'est-à-dire que l'histoire de Rome, ça commence en 750 avant Jésus-Christ, mais ça se termine en 1453, puisque l'Empire byzantin, c'est le successeur de Rome. Hein. C'est l'Empire romain d'Occident qui s'effondre. L'Empire romain d'Orient, il continue jusqu'en 1453. Donc, vous savez, il y a un mème qui circule aujourd'hui sur Internet, c'est combien de fois par jour les hommes pensent à l'Empire romain. Aux États-Unis, c'est devenu un mème. Il y a des femmes qui demandent à leur mari comme ça, combien de fois tu penses à l'Empire romain, mon chéri? Et ça vous fait des vidéos qui durent un quart d'heure sur YouTube, où un type qui n'a rien à voir avec ça vous parle de l'Empire romain pendant 15 minutes. Eh bien, il y a une raison à ça, c'est que l'histoire de l'Empire romain, elle est profondément inspirante, formatrice et intéressante. Parce que c'est un empire qui a duré 2300 ans. Enfin, un empire, une culture, une civilisation qui a duré 2400 ans. Et donc, Testaccio, c'est un déchet, mais c'est une colline aujourd'hui, c'est un des quartiers les plus intéressants de Rome. Et ils avaient organisé comme ça les tessons d'amphores
pour bien... Alors c'est antisismique, donc c'est un déchet, mais c'est antisismique, et ça climatise. Tes statues est plus frais, parce que quand l'eau s'infiltre, le long des tessons d'amphore, la terre cuite, quand l'eau s'évapore de la terre cuite, ça rafraîchit. C'est un phénomène très connu, qui est encore utilisé aujourd'hui pour faire des climatiseurs low-tech, ou des frigos low-tech. Un frigo low-tech, c'est par exemple, vous prenez un gros pot de fleurs en terre cuite, qu'il soit en terre évidemment, pas en plastique, il faut que ça transpire. Vous prenez un gros pot de fleurs en terre cuite, vous mettez un plus petit pot dedans, et entre les deux, vous mettez du sable. Si vous l'arrosez, vous perdez 10 à 15 degrés dedans. Vous pouvez mettre des fruits et légumes dedans, ça sera aussi froid qu'un bac à légumes du frigo. Et ça, c'est un frigo low-tech, une méthode très connue. Alors en effet, les descendants des Romains, ça ce sont les Borromées. Alors littéralement, ce sont les descendants des Romains, parce que Borromées, ça veut dire les bons Romains. Et les Borromées, comme grande famille italienne, disaient, quand on leur demandait comment vous préservez votre fortune à travers tous les incidents qu'il y a eu en Italie, la chute de l'Empire romain, Napoléon, ils disaient, on suit la règle des 3 tiers, on met 1 tiers en pierre, 1 tiers en œuvre d'art et 1 tiers en or. Voilà, la règle des 3 tiers pour les familles italiennes. Donc ça, c'est un exemple, c'est l'île Belle sur le lac Majeur, à côté de Stresa, endroit magnifique, si vous voulez y passer un week-end, c'est superbe. Et l'Isola Bella, donc il y a des pans en liberté, des pans blancs et tout, c'est magnifique. Il y a une énorme collection de Bassano dans le musée, donc vous avez la pierre, les œuvres d'art, on imagine que l'or, il est enterré quelque part. Et dans le musée, vous avez ça, ce qu'on appelle une grotte. C'est pas une vraie grotte, mais les murs étaient faits pour fixer l'humidité, pour avoir de l'eau qui suinte, et en s'évaporant, ça rafraîchit, et c'est très impressionnant. Quand vous visitez en été, c'est vraiment beaucoup plus frais, ça marche incroyablement bien, sans consommer d'énergie. La grotte, ça a donné le mot grotesque. Le mot grotesque, grotesco, c'était du style d'une grotte. Parce que le style d'une grotte, pour les Médicis par exemple, c'était un style où vous faisiez des personnages avec des barbes qui dégoulinent ou avec des coquillages, des trucs un peu... C'est pas forcément, c'est un peu kitsch si vous voulez, parce que les aspérités sont nécessaires pour que l'eau s'évapore et pour que ça climatise. Donc c'est ça le style grotesque. Et bien aujourd'hui, on sait faire des climatiseurs low-tech. Ça, par exemple, vous savez, c'est une courbe paramétrique, enfin c'est une surface paramétrique, c'est-à-dire que ce n'est constitué que de lignes droites pour former cette surface, exactement comme les cheminées des centrales nucléaires. Les cheminées des centrales nucléaires, ce sont des hyperboloïdes de révolution, c'est-à-dire que si vous prenez une ligne droite et que vous la faites tourner, vous allez faire cette forme, même s'il y a des courbes. Et ça, c'est parfait pour maximiser le flux d'air. C'est pour ça que c'est la forme des cheminées de centrales nucléaires. Et là, c'est fait avec des bambous, vous mettez de l'eau dedans. Avec le flux d'air, l'eau s'évapore, ça climatise extrêmement efficacement. Autour, pas dedans, vous n'êtes pas obligé de vous tenir dedans. Ça climatise tout autour. Là, vous avez la version en terre cuite, et ça vous fait des petites fontaines stylées, décoratives, mais aussi qui climatisent. Voilà, ça s'appelle Cool Ant Zero, ça c'est la société qui les fabrique, donc à installer dans des riads en Égypte, etc. Vous faites une grande fontaine au centre dans l'atrium du riad, et cette fontaine, elle vous climatise en même temps qu'elle vous donne le bruit de l'eau, qu'elle vous relaxe, etc. Voilà une version imprimée en 3D pour faire un petit climatiseur décoratif. Et voilà d'autres versions avec les murs complets. Et toujours, il faut de l'eau qui coule en permanence, et puis quand elle s'évapore, elle climatise. Là, une bascule s'opère. On quitte la culpabilité pour entrer dans une autre logique, celle de l'intelligence du vivant. Mais une question demeure. Comment appliquer cela dans le monde réel, économique, humain ? Dans ce dernier extrait, Idriss relie enfin l'écologie, l'économie et le leadership. Il montre que l'histoire des civilisations est aussi l'histoire de leur capacité à gérer ce qu'elles rejettent. On l'écoute. Et les Suédois, alors eux, ils sont un cran au-dessus. Ils importent des déchets. Ça y est. Donc ce dont je vous parle, imaginez un monde où les déchets seront dans les musées. Imaginez un monde sans déchets. Les Suédois importent 80 000 tonnes de déchets par an. 80 000 tonnes. Parce que leur système est tellement efficace, leurs usines aussi de pyrolyse, parce qu'on peut en fait brûler les déchets, si on a la bonne température, ça peut produire des choses intéressantes, comme du graphite ou comme des produits carbonés qu'on pourrait plus tard utiliser pour faire du graphène. Pas encore aujourd'hui, mais plus tard. Et puis sinon, dans une pyrolyse totale à 900 degrés sans oxygène, là vous récupérez de l'azote, vous récupérez du carbone solide, etc.
Et ensuite, vous pouvez mettre de l'intelligence artificielle là-dedans. Ça, c'est l'instantané d'une vidéo où on voit un trieur de tomates par intelligence artificielle. Ça va très vite, c'est pour ça. Je vous ai pas mis la vidéo, mais imaginez les lames que vous voyez là. Elles vont shooter les tomates vertes. Donc vous les faites tomber, et dans le temps qu'il faut pour les faire tomber, pouf, l'IA, elle dégage les tomates vertes. Bah, pour le tri des déchets, ça marche très bien aussi. Et donc quand vous mettez de l'IA dans les déchets, voilà, vous allez encore plus loin. Là, vous pouvez faire des choses encore plus exceptionnelles dans la valorisation des déchets. Donc l'IA va être une énorme opportunité pour la valorisation des déchets, vraiment. Et là, regardez les Coréens. Ils ont réussi à faire des batteries à partir de mégots de cigarettes. Donc les mégots usagés, ils en font un super capaciteur, très utile pour l'industrie. Et les inventeurs ont dit, on va devenir importateur net de mégots de cigarettes. Donc on va acheter des déchets. Parlons un peu du modèle économique d'avant. Vous avez un YouTuber très motivé. Là, le sandwich qu'il mange, il l'a fabriqué entièrement lui-même. Entièrement, ça veut dire qu'il est allé prendre de l'eau de mer dans un bidon et qu'il a réduit l'eau de mer pour faire du sel. Entièrement, ça veut dire qu'il a élevé des poules, il les a abattues, il les a vidées, il les a cuisinées. Entièrement, ça veut dire qu'il a planté du blé, dont il a pris la farine, qu'il a moulu pour faire du pain. Pareil pour la laitue, pareil pour les tomates. Ce sandwich lui a coûté 1 500 $. Et c'est pour ça que personne n'a mangé un sandwich au néolithique. Pour faire ça, il faut une civilisation où chacun se passe la balle, où chacun est interdépendant et où il y a des économies d'échelle. Et les économies d'échelle sont le Graal de l'industrialisation. L'économie d'échelle, qui a commencé avec les Carthaginois, sans doute avec les Minoens. Les Minoens avaient déjà des prototypes d'industrie, d'usines, les palais industries, l'économie palatiale des Minoens. Les Minoens, c'est l'âge de bronze, c'est contemporain des Égyptiens après les pyramides. Les Minoens, c'est 1700 avant Jésus-Christ, le palais de Knossos en Crète. Eh bien, le palais de Knossos, c'était un exemple d'un palais industrie. On avait déjà des spécialisations, des économies d'échelle. À l'âge de bronze, on a une proto-industrialisation. Et puis, évidemment, à notre époque, c'est l'économie d'échelle qui baisse les prix. Que tout le monde peut s'acheter une veste, un t-shirt, etc. Ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. La toile au Moyen-Âge coûtait beaucoup trop cher. L'idée qu'on emballe des sacs de farine dans de la toile de coton au Moyen-Âge, vous êtes fous, c'est pas possible ça. C'est inenvisageable ça. Et les économies d'échelle ont permis de baisser les prix. Mais les économies d'échelle ont fait exploser la production de déchets. Parce que quand vous voulez viser l'économie d'échelle, vous faites du core business. Et quand vous vous concentrez sur un seul business, un seul métier, tout ce qui n'est pas dans votre métier, c'est du déchet. Et donc c'est perdu, et donc c'est gâché. Les travaux de Gunther Pauli se basent sur les chaînes alimentaires, et typiquement, cherchent à faire en sorte que tout ce qui sort de la chaîne soit consommé, que le déchet des uns soit les achats des autres, que tout ce qui sort de votre usine soit l'achat de quelqu'un d'autre. Si c'est du marc de café, on fera des champignons avec, ou bien des textiles, parce que le marc de café, c'est désodorisant, on peut en faire des textiles qui en plus sont antitranspirants, etc. Donc, aller au-delà de la chaîne de valeur unique, où on fait un seul métier et tout le reste est du déchet, c'est nécessaire pour arriver à un monde zéro déchet, ou à un monde à déchets négatifs, un monde où la fumée rentre dans l'usine. Donc voilà à quoi ressemblait son sandwich. Enfin, ça, c'est un autre, non, c'est même pas celui qui l'a fait, c'est juste une illustration. Mais donc, ça lui a pris 6 mois, 1 500 $ pour faire un sandwich. Et il a même fait pousser des tournesols pour faire l'huile de tournesol pour faire sa mayonnaise. Et il a dit à la fin, il n'était pas si ouf ce sandwich. Donc, c'est ça, là, c'est où nous nous sommes amenés en tant que civilisation. On s'est amené à un monde où on peut fabriquer des sandwichs qui coûtent 2,50 €. Mais dans ce monde-là, il y a des déchets. Donc on a fait un gain qui est les économies d'échelle, la baisse des prix, donc 8 milliards d'habitants sur Terre. Mais en même temps, notre péché, ce sont les déchets. Donc il faut une nouvelle industrialisation au XXIe siècle qui fonctionne comme les chaînes alimentaires, comme le ginkgo biloba qu'on a vu, pour faire du déchet négatif. Alors vous avez ce produit là, en France, vous savez, jus d'orange moche, soupe de carottes moche, vous avez peut-être vu ça. Ils récupèrent, parce que le core business, ça fait quoi? Ça produit que tout ce qui n'est pas calibré est jeté. Vous savez, c'est connu, hein, il y a une vidéo qui circule beaucoup sur le business model de McDonald's. McDonald's utilise une pomme de terre bien précise qui est longue, parce qu'ils veulent des longues frites.
ok? Et parce que ça fait joli, ça fait un bouquet. Ils veulent que les frites soient présentées comme un bouquet dans la boîte. Mais ces longues frites nécessitent une pomme de terre longue aussi, qui est très sensible à certains insectes, qui vont donner des petits points noirs sur la frite. Et du coup, évidemment, McDonald's a un cahier des charges de grands malades, c'est la NASA leur truc, hein. Et donc, évidemment, les patates, par exemple, rien qu'en Russie, pour avoir la bonne patate, ça leur a pris 8 ans. Quand McDonald's s'est implanté en Russie, ça a été 8 ans avant d'avoir les bonnes patates. Mais le problème, c'est que pour avoir 0 point noir sur leurs patates, alors là, c'est l'overdose de pesticides. C'est 5 jours, après avoir aspercé, 5 jours, les agriculteurs ne touchent pas à leur champ. 5 jours. Et même après ça, quand vous avez récolté les patates, vous devez les laisser dans des séchoirs avec de la ventilation pour virer les pesticides. Donc, hors de question d'en consommer la peau, hein. Il n'y aura pas de patates au four chez McDonald's avec ces patates-là, en tout cas. Ben, ça, c'est le problème du calibrage. C'est le problème de la monoculture. Vous avez le même problème dans l'éducation. L'éducation, c'est McDonald's aujourd'hui, hein. Le même programme pour tout le monde, le même repas. Vous savez, quand on sert le même repas à 1 million de personnes, ça s'appelle du fast-food, hein. C'est aussi simple que ça. Maintenant, servir 1 million de repas tous les jours, c'est brillant. D'un point de vue organisationnel, c'est brillant. Mais la conséquence, c'est que le menu, il n'y a que 10 items, hein. Parce que regardez, McDonald's a tenté de faire des tacos et des pizzas, hein, ça n'a pas marché. Donc, si vous voulez servir 1 million de repas tous les jours, il faut que le menu soit réduit. Ben, c'est valable aussi bien pour le Big Mac que pour les programmes de l'éducation nationale. Si vous voulez servir 1 million de repas, il n'y a pas de diversité, hein. On sert le même plat à tout le monde et allez-y. Bah, ça, c'est une mentalité qui vient de la révolution industrielle. C'est normal. La révolution industrielle, c'est l'époque de l'économie d'échelle. L'énorme avantage qu'elle procure, dans le système éducatif aussi, c'est le prix. Tout le monde peut avoir une éducation aujourd'hui. Eh oui, comme le sandwich qui vaut 1500 balles. Si vous vouliez avoir un sandwich à la Renaissance, il fallait payer ce prix-là. Mais aujourd'hui, par les économies d'échelle, tout le monde peut avoir une éducation. Donc, mais core business. Conséquence, core business. Eh bien, dans l'agriculture, vous avez donc des produits qui sont jetés et vous avez ces entrepreneurs qui les ont récupérés parce que cette carotte est moche. Elle n'est pas moche, en fait. D'ailleurs, les Japonais diraient qu'elle est wabi-sabi. Wabi-sabi, ça veut dire les petits défauts qui font la beauté. C'est toute une philosophie japonaise, le wabi-sabi, qui dit, bah voilà, la vie, rien n'est parfait, rien n'est terminé, rien n'est fini. Et ce sont les petites imperfections qui font la spécificité de l'objet. Donc, en fait, elle n'est pas moche, elle est wabi-sabi. Bah, c'est en appliquant cette culture, toujours la culture, que ces entrepreneurs ont fait cette marque jus d'orange moche et soupe de carottes moche. Kraft a fait sa fortune en récupérant des chutes de fromage. Kraft, avec le fromage pasteurisé aux États-Unis, donc vous savez, c'est macaroni and cheese, mais aussi le fromage de burger, hein, c'est du fromage Kraft. Ça, c'est des chutes de fromage refondues. Mais c'est pareil avec la vache qui rit, hein. La vache qui rit et plein d'autres produits comme ça, récupérés de chutes de fromage qui étaient des déchets et dont on a fait un produit. Et en fait, même Rockefeller, le légendaire GDR, le patriarche de la famille Rockefeller, un des hommes les plus puissants de l'histoire de l'humanité. Il a influencé la politique américaine, il contrôlait 80% du pétrole mondial à une époque, enfin, c'était fou. Eh ben, GDR, il gâchait rien. C'était un barge, hein. Dans l'industrie du pétrole, il récupérait tout, hein. Il a tout essayé de remarketer. Ça a joué un rôle d'ailleurs dans l'émergence des premières grandes industries pharmaceutiques parce qu'on utilisait des produits issus de l'industrie du pétrole pour fabriquer certains médicaments. Mais au-delà de ça, c'est lui qui a permis le lancement de la marque Vaseline. La Vaseline, c'est du pétrole. Et c'était un truc qu'on jetait. Donc, il en a fait quelque chose. Voilà, le décor est posé. Je ne vais pas vous livrer davantage de contenu de cette remarquable conférence d'Idriss Aberkan, exceptionnelle de précision et de clarté, comme elles le sont toutes. Je l'ai fait d'abord pour vous donner envie d'aller la regarder en intégralité sur sa propre chaîne. Vous trouverez le lien dans la description. Elle dure 2 heures, mais je vous assure qu'on ne s'y ennuie pas une seule seconde. Et maintenant que l'étendue du problème a été posée, je vous propose de rencontrer un jeune homme qui n'est pas 3 fois docteur, ni même une fois. Un garçon que vous avez vu par contre 2 fois sur cette chaîne, il y a 2 ans, mais aussi tout récemment, puisque je l'ai interviewé pas plus tard que la semaine dernière, dans une émission que les algorithmes de YouTube n'ont pas jugé bon de vous proposer et que vous avez donc très certainement manqué. En effet, alors qu'il y a 2 ans, la première entrevue avec Arnaud avait fait plus de 8600 vues, j'ai été tristement surpris, vraiment, que celle de la semaine dernière n'en ait fait que 200. 200 vues, soit près de 98% de moins que la première. Et pourquoi ?
Eh bien parce que l'algorithme, dans sa pleine puissance, a jugé que cette vidéo n'était pas pertinente en regard de ma ligne éditoriale, ancienne maintenant, qui était basée sur l'invisible, le paranormal. Vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai parlé dans mon intro de la dictature des algorithmes qui ne permettent pas, lorsqu'on a habitué son audience à traiter un certain type de sujet, qui ne permettent pas de s'intéresser à un autre domaine, un domaine différent. Voilà pourquoi j'ai voulu changer le nom de ma chaîne et que je vous demande instamment de lever des pouces, d'écrire des commentaires, même un emoji, un petit cœur, un arc-en-ciel, ce que vous voulez, et de partager avec vos amis aussi pour m'aider à réussir ce changement de cap. Sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, ce jeune homme alsacien d'origine, Arnaud Mahler, qui est venu s'installer au Québec il y a 20 ans, ne s'est pas contenté de réfléchir à ces questions fondamentales pour l'avenir, ou même plutôt pour la transmutation de notre civilisation. Il a choisi de les mettre en pratique. Il agit concrètement pour dépolluer les océans et transformer les déchets plastiques en solutions réelles, mesurables, équitables, vérifiables et même rémunérateurs. Alors, on l'écoute. Alors, la première question que je te pose, c'est en fait, quel a été le déclic qui t'a fait abandonner le mouvement que tu avais créé il y a près de 10 ans, je crois, l'Alliance Pacifique, qu'on pourrait peut-être qualifier, tu me diras, de spirituel et humaniste, qui avait pourtant eu un gros succès pour te lancer dans cette nouvelle aventure. En fait, cette aventure d'Alliance Pacifique, c'était Arnaud, en fait, qui était curieux de découvrir. Ça a commencé en juin 2012. J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi le monde est malade? Pourquoi le monde est déprimé? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et j'ai commencé à fouiller à travers tous ces sujets spirituels, complotistes et tout ça. Je suis passé à travers tout ça pendant des années à fond. Et en fait, à un moment donné, il y a une des raisons, c'est que moi-même, j'ai fait un trop plein d'informations. Et je pense je pense pas, je le sais, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, qui m'envoyaient des messages aussi, qui me disaient, écoute Arnaud, c'est pas que j'aime pas tes émissions, mais moi-même, j'ai fait un trop plein d'informations. Je pense pendant la pandémie, c'était vraiment le pic où on était beaucoup à faire des recherches, à se poser des questions sur toutes sortes de sujets. Et en fait, moi, ça fait peut-être 3 ans environ que pratiquement du jour au lendemain, comme quand on mange trop de chocolat, à un moment donné, t'en as plus envie en fait. Et c'est comme si j'avais fait le tour de l'information que j'avais à chercher et que maintenant c'était le temps de l'appliquer aussi dans notre quotidien et de plus passer mes journées à lire des articles et à toujours être sur mon téléphone comme ça. Ma femme, elle est passée à travers plusieurs étapes et elle est encore là. Et en fait, c'est ça. Donc, moi-même, après avoir fait ce trop-plein d'informations, j'ai eu moins d'intérêt à aller chercher de l'information. J'étais encore animateur de l'Alliance Pacifique et à un moment donné, quand tu es animateur et le sujet peut-être te parle un peu moins, ça paraît quoi. Et donc à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai besoin d'autre chose, plus concret, plus terre à terre. Et il y a plein de belles choses dans le milieu spirituel aussi, mais il y a aussi du tout et du n'importe quoi. Donc j'ai eu besoin en fait de me retirer et mais en fait, ce projet sur lequel je vais partager aujourd'hui, je l'ai même pas cherché en fait. On sait que la vie fait bien les choses. C'est en fait un ami qui m'en a parlé. J'étais très fermé au début, très sceptique, et finalement, maintenant, je suis là-dessus du matin au soir et fier en fait du travail qui est réellement fait pour l'environnement, pour les futures générations et pour la planète. Donc voilà. Merci pour cette réponse parce que ça me touche beaucoup parce que c'est pareil, si tu veux, pour moi, j'ai eu un trop plein d'informations, tu vois. Et là, depuis plusieurs semaines, d'ailleurs, il y a eu moins d'audience sur ma chaîne, peut-être parce que moi, j'avais moins envie aussi, tu vois, moi aussi fait un peu le tour de tout ça et je me suis dit, bon, bah, c'est bien de méditer, c'est bien de prier, c'est bien de tout ça, mais agir concrètement, c'est bien aussi, tu vois. Je veux dire, bon, pour moi, c'est pas l'un ou l'autre.
l'autre, quoi. C'est vrai, c'est vraiment les deux. Et voilà, c'est bien parce que cette émission avec toi, Arnaud, bah, démarre en fait l'année 2026, parce que j'avais pas fait d'interview avec quelqu'un en réel depuis le début de l'année. J'ai pris des archives, j'ai fait toutes sortes de choses, mais voilà, je n'avais plus cette envie. Et ben, c'est toi qui vas ouvrir la 2026, tu vois, de l'action maintenant, tu vois, de l'action qui fait du sens. Alors, écoute, moi, j'ai regardé un petit peu, évidemment, mais je suis tout oui et les yeux grands ouverts et vraiment à l'écoute de ce que tu vas nous partager. Alors, comment, bah dis-moi, je te laisse aller. Je te laisse aller. De quoi s'agit-il? Je t'ai appelé Corsaire Pacifique, ça m'a amusé parce que j'ai le mot corsaire, les gens vont comprendre. Corsaire, c'est le nom de la compagnie Corsaire International. Et là, il y a un corsaire, c'est un flibustier hein, qui vient détrousser les bateaux, etc. Et là, bah, c'est des corsaires pacifiques qui viennent non pas détrousser les bateaux, mais dépolluer les océans. Donc voilà, je me suis amusé à trouver ce mot. Et puis, bah voilà, dis-nous de quoi il s'agit exactement. Alors déjà, premièrement, ça n'a rien à voir avec la compagnie d'aviation française, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes de France qui nous écoutent. D'ailleurs, moi, je suis originaire d'Alsace, hein, j'habite au Québec, à Montréal, comme toi. Je suis là depuis une vingtaine d'années. Mais quand je retourne en Alsace, j'ai tout de suite l'accent alsacien qui revient quand je parle avec ma famille. Alors, ici, on parle de Corsair International, qui est une société industrielle qui, en simplifié, qui va nettoyer l'environnement de la pollution plastique, qui va mettre ça dans une circularité parfaite et qui va créer des crédits plastiques qui sont la preuve que le travail de dépollution a bien été fait. Et en fait, moi, je suis simplement un partenaire, c'est-à-dire que à mon rythme, j'ai aucune pression de vente ou quoi que ce soit, mais ce projet m'a vraiment parlé. Et de plus en plus que j'avance dans ce domaine-là depuis bientôt un an et demi, je réalise que j'en apprends tous les jours sur la catastrophe de la pollution plastique. C'est incroyable. Je sais pas si je peux donner quelques chiffres de ce côté-là. Oui, vas-y. Puis après, d'ailleurs, on mettra quelques secondes là, voilà, quelques 60 secondes pour que les gens voient, parce que les images valent mille mots. Alors oui, donne-nous des chiffres, c'est important. Oui. Il y a environ 2000, l'équivalent de 2000 camions poubelles chaque jour qui sont déversés dans les cours d'eau et les océans. C'est fou. Chaque jour, 2000 camions poubelles. Il y a environ seulement 5%, ben c'est 4 à 9% mondialement. De tout le plastique qu'on met au recyclage, il y a juste 4 à 9% qui est réellement recyclé. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ça parce qu'on nous dit faut recycler, mais nous, on ne recycle pas. Nous, on trie. On fait le tri parce qu'on nous le demande. Mais en arrière, le travail de recyclage ne se fait pas, seulement environ à 5% mondialement. Ça veut dire que 95% des déchets plastiques qu'on met au recyclage se retrouvent soit dans les sites d'enfouissement, soit ils sont brûlés, soit ils sont jetés directement dans les cours d'eau, les océans, soit ils sont envoyés dans les pays défavorisés, comme on le fait depuis des dizaines d'années, parce que il y a en fait, l'Europe, l'Amérique du Nord et des pays développés, entre guillemets, on envoie nos déchets dans d'autres pays. On a sûrement proposé à ces pays-là, on vous donne tant et tant d'argent, laissez-nous mettre nos déchets chez vous. C'est la réalité depuis longtemps. Et maintenant, depuis quelques années, il y a de plus en plus de pays, je pense qu'il y en a bientôt une dizaine, qui maintenant refusent les déchets plastiques d'autres pays. Par exemple, en Europe, maintenant, les pays européens sont obligés de traiter les déchets sur le territoire européen. Et donc, une seule solution maintenant, c'est Corsair justement qui les propose. Un autre petit chiffre qui est incroyable, c'est que chaque semaine, on mange l'équivalent une carte bleue euh, en microplastique qu'on ne Ah, voit pas à l'œil nu, qui est soit dans l'eau du robinet, l'eau en bouteille, dans les aliments. 5 à 7 grammes par semaine. waouh. C'est c'est incroyable. Et après, j'ai un autre dernier chiffre qui est triste, c'est que il y a chaque année 100 000 mammifères marins qui en meurent, 1 million d'oiseaux marins
qui en meurent. On parle même pas de ceux qui en souffrent et qui ingèrent du plastique. Ils en ont tous, hein. Tous les oiseaux marins qui ont été dépecés, tout ça, ils ont du plastique dans leur corps. Et on parle pas non plus des animaux terrestres et non plus des humains. Parce que Hmm. là, ça affecte notre système immunitaire et ça amène des maladies. Bref. Ce qui frappe ici, c'est que l'on quitte définitivement le discours pour entrer dans le terrain. Arnaud ne promet pas un monde parfait, il propose une action possible, accessible à tous, et surtout reproductible. Dans ce dernier extrait de cette première partie, Arnaud explique comment chacun peut participer à son rythme, selon ses moyens, et même simplement en relayant l'information autour de soi. On l'écoute. La question c'est qui collecte qui va collecter les déchets, tu vois, comment ça se passe pratiquement, tu vois, parce que là on va parler de pyrolyse, j'ai compris aussi, et ça c'est extraordinaire, je veux dire c'est création de fabriques, c'est ce que disait Idriss Aberkan au départ, mais je voudrais que tu montres comment ça fonctionne, hein. Qui va chercher les déchets déjà? Alors, c'est un bon point que tu as ramené parce que c'est vrai qu'il faut commencer par le début. Alors, il y a plusieurs façons dont Corsair va retirer le plastique de l'environnement. Donc, premièrement, il y a un partenariat avec 100 000 pêcheurs qui a été fait que eux, quand ils vont pêcher le poisson, ils ont toujours du plastique dans leur filet. Ça fait des dizaines d'années. Et donc maintenant, il y a un partenariat qui a été fait depuis plus qu'un an. Ces pêcheurs, quand ils vont avoir du plastique dans leur filet, maintenant, ils le récupèrent. Parce qu'avant, c'est pas leur boulot et en même temps, ils vont le ramasser, ils vont le mettre où, ils savent pas vraiment. Donc maintenant, ils sont payés au poids par Corsair pour tout le plastique qu'ils ramènent. Donc ça les aide financièrement et ça nettoie les mers et les océans. C'est un programme qui est voué à être mondial. Pour l'instant, c'est en Asie. Et il y a un deuxième programme qui s'appelle Trash for Cash, qui en traduction française, ça veut dire déchets contre de l'argent, qui est aussi pour les personnes défavorisées. Donc, ça a aussi commencé en Thaïlande parce qu'on a 3 usines là-bas, mais on a aussi des usines en Europe. Donc, le programme est voué à être mondial dans les prochaines années. Et les personnes défavorisées peuvent nettoyer leur quartier de la pollution plastique. Et pareil, ils sont payés au poids par Corsair, donc ça les aide financièrement tout en nettoyant leur quartier de la pollution plastique. Troisième façon, c'est que nos usines sont souvent très proches des sites d'enfouissement. Donc là, ben, il y a des centaines et des centaines et des centaines de tonnes de déchets qui sont là depuis. On récupère même le plastique qui est là depuis des dizaines d'années, hein. On peut prendre pas mal de toutes sortes de plastique, même s'il est dégradé. Et en fait, on va récupérer le plastique aussi dans les décharges. Il y a aussi de très nombreux chaînes hôtelières et des hôpitaux, par exemple, qui vont nous donner leurs déchets plastiques. Donc, on a des grandes cuves dans leurs entreprises. On récupère les déchets de ces entreprises qu'on va traiter. Et maintenant, il y a aussi une nouvelle façon en Europe. Ça s'appelle les gate fees. Et c'est en train de se mettre en place. Et en fait, vu que les pays européens ne peuvent pas exporter maintenant leurs déchets plastiques en dehors de l'Europe, d'ailleurs, la France, l'année dernière, a payé plus que 1 milliard d'euros de taxes à l'Union européenne parce qu'ils n'ont pas assez recyclé. Wow. Et là, maintenant, il y a la Croatie qui a contacté, le gouvernement de la Croatie qui a contacté Corsair pour dire, écoutez, Corsair, on a 200 000 tonnes de déchets plastiques à traiter en Europe. Est-ce que vous, Corsair, vous pouvez vous en occuper? Est-ce qu'on est prêt à vous payer 450 euros par tonne? Donc, c'est incroyable parce que d'habitude, Ouais. l'entreprise, elle paye sa matière première. Ici,
La Corsair se fait payer pour récupérer la matière première des pays qui doivent le traiter en Europe. Et la France serait peut-être le prochain pays en Europe qui serait prêt à payer jusqu'à 800 euros la tonne. Donc c'est incroyable, quoi. Actuellement, donc ça a commencé par la Thaïlande, hein, je crois, la première usine. Il y en a une autre en Finlande, hein, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres en construction en ce moment? Oui, alors il y a 3 usines en Thaïlande. Il y en a une au Sri Lanka qui est au bord d'ouvrir dans les prochaines semaines. Il y en a une en Finlande et il y en a aussi une en Hollande qui est là pour justement pour faire des tests et pour que les gouvernements et les investisseurs puissent venir voir comment ça fonctionne techniquement. Et d'ailleurs, ça a été annoncé dans les dernières semaines. Il y a leur objectif pour 2030, donc dans les 5 prochaines années. Ils veulent une centaine d'usines à travers le monde avec plus que 1 000 réacteurs. Et en fait, ça va être au Canada, États-Unis, Amérique du Sud, en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient et en Asie. Donc en fait, sur tous les continents, je pense peut-être l'Australie aussi. Donc ça se développe très rapidement. Ouais. Alors, je voudrais que tu parles justement tu as parlé de réacteurs, et là, donc, on a compris qu'il y a du recyclage du plastique, mais c'est pas seulement ça. C'est que si j'ai bien compris, par effet de pyrolyse, on peut en ressortir une huile d'une certaine manière, hein, qui est un carburant, et donc à la fois recycler le plastique qui peut resservir, mais aussi avoir un carburant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris l'histoire? La pyrolyse, ça fait longtemps que ça existe, comme je disais, ça fait une vingtaine d'années. Corsair n'a pas inventé la pyrolyse, mais Corsair fait une huile de très haute qualité qui peut être utilisée pour toutes sortes d'usages, comme tu le dis, comme du carburant, comme aussi. Mais ils ont choisi en fait de l'utiliser pour faire du nouveau plastique. Alors j'explique. Parce que la réalité, peu importe qu'est-ce qu'on pense, c'est que la réalité, c'est que la production de nouveaux plastiques, malheureusement, va tripler dans les 30 prochaines années. Wow. Moi, je pensais que ça allait stagner ou ralentir parce qu'on fait attention. Non, il y a de plus en plus de pays qui étaient défavorisés qui maintenant ont accès à la consommation. On ne peut pas leur en vouloir, on fait la même chose depuis les années 50-60. Et il y a de plus en plus d'humains aussi. Et Amazon, etc., bah, tu vois il y a du plastique de partout. S'il n'y a pas encore vraiment d'alternative pour remplacer le plastique, il y a des choses qui arrivent de plus en plus qu'on peut voir dans les médias, mais ça représente une aiguille dans la botte de foin, quoi. Et notre huile de pyrolyse est de très haute qualité. Nous, on va en choisir pour faire du nouveau plastique parce que la réalité, c'est aussi que les pétroliers et les producteurs de plastique sont maintenant obligés, de par la loi, par exemple, ce stylo, avant, il était fait de 100% de pétrole. Maintenant, depuis quelques années, il y a des lois qui obligent les producteurs de plastique à utiliser 30% d'huile de pyrolyse, qui est de l'huile qui est créée à partir de déchets que nous, D'accord. on va nettoyer l'environnement de la pollution plastique, on va vendre cette huile aux producteurs de plastique et ben, automatiquement, eux, les producteurs, vont réduire l'extraction de pétrole, qui est une des pires choses pour l'environnement, parce qu'il y a des lois qui les obligent à utiliser 30% de cette huile recyclée. Voilà, vous l'aurez compris, cette émission n'a pas été faite pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais pour vous rendre libre, libre de choisir. Sans la connaissance, on ne peut pas choisir. Si vous souhaitez aller plus loin, une deuxième partie un peu plus approfondie est disponible sur Patreon. Elle est accessible gratuitement pendant 7 jours et permet de comprendre concrètement comment s'impliquer. Mais si vous ressentez l'appel à agir dès maintenant, vous trouverez dans la description un lien pour prendre tout de suite rendez-vous directement avec Arnaud lui-même. Vous pourrez lui poser vos questions en face à face et voir si cette démarche pourrait vous correspondre. Comprendre est un premier pas, agir en est un autre. Alors, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bienvenue sur Utile, la chaîne où l'on vous propose non pas de baisser les bras et de rendre les armes, mais de lever des pouces et d'écouter votre âme, afin de vous rendre utile. Bye bye. Dans un monde qui s'effondre aux valeurs inversées, où les rois du mensonge se prétendent éclairer, quand les médias racontent de fausses vérités, il est temps de l'ouvrir en grand et de chanter. Utile, utile, utile.
Moi je veux être utile. À vivre et à chanter. Dans la nature y a pas d'inutile, rien ne se perd et tout se transforme. Personne t'effacera d'un coup de gomme. Utile, utile, utile. Quand au cœur on élit domicile, on a tous un sourire à donner, un petit mot doux à partager. Comme l'ont dit Julien Clerc et Rod Agile, moi je veux être utile. À vivre et à chanter. Dans un monde qui s'effondre aux valeurs inversées, où les rois du mensonge se prétendent éclairés, quand les médias racontent de fausses vérités, il est temps de l'ouvrir en grand et de chanter. Moi je veux être utile. Utile, utile, utile. À vivre et à chanter. Pour finir, un proverbe d'Afrique qui sera de grande utilité à tous les décalés, les atypiques, que je vous invite à méditer. Celui qui nage dans le sens du courant fait rire les crocodiles.